ministre des Finances, M. Baumgartner, est allé tout spécialement à Moscou à la tête d'une importante délégation pour inaugurer l'exposition française. Pendant un mois, les moscovites pourront voir de près les 1000 aspects de la France d'aujourd'hui, un pays qui n'est, en dépit de certains avis, ni décadent, ni empêtré dans des contradictions fatales. En l'absence de M. Khrouchtchev, Mme Khrouchtcheva fut la première visiteuse en compagnie de quelques membres de sa famille et de plusieurs personnalités soviétiques. Si le cœur artificiel, la maquette animée du réacteur G2 de Marcoule et la soucoupe sous-marine du commandant Cousteau sont les premiers pôles d'intérêt de ces 40 000 mètres carrés d'espace couvert, les présentations de la mode française, elles, déchaînent la curiosité. Et si cette vaste entreprise de relations publiques est l'objet de certaines critiques de la presse soviétique, on ne pourra pas dire en tout cas que le public l'a volontairement boudée. À la veille du débat à l'ONU, il n'y a pas eu de nouvelle bataille de Bizerte. Mais à l'appel de M. Bourguiba, la Tunisie manifesta. À Tunis même s'est déroulée la principale des manifestations organisées par le gouvernement tunisien et le Néo-Destour pour redonner du relief à l'affaire qui s'estompait un peu derrière l'actualité berlinoise. Une foule bardée de drapeaux et de banderoles a défilé jusqu'à l'immeuble du Néo-Destour pour y acclamer le président Bourguiba. Prélude au débat onusien auquel la France ne prend aucune part. Trois jours durant, la capitale du Gabon, qui porte le nom éloquent de Libreville, a fait du premier anniversaire de son indépendance sa première fête nationale. Avec la délégation française présidée par M. Jacquinot, près de 40 délégations étrangères étaient venues manifester leur sympathie au jeune État. La plus importante des cérémonies devait faire défiler devant M. Léon Mba, président de la République gabonaise, avec la jeune armée du nouvel État souverain, les enfants des écoles et les groupes sportifs. À la suite, les chars des activités sociales et les groupes folkloriques, le tout au milieu d'un enthousiasme sympathique qui donnait à ces festivités l'air bon enfant d'une fête familiale. Partout dans les rues, des groupes animés restituaient le climat exubérant et coloré du Gabon traditionnel, ce Gabon qui, à travers les avatars de la vie, n'a jamais connu de différend entre Africains et Européens, et où l'on n'a pas honte d'avouer son affection pour la France. Le plus épais mystère plane sur l'ancienne et belle résidence du cardinal de Vendôme à Aix-en-Provence, où s'était ouverte l'exposition Cézanne. 8 tableaux s'y sont volatilisés sans qu'on sache ni comment ni pourquoi. Comment? La conservatrice qui dormait dans le pavillon et les agents de garde se le demandent toujours. En escaladant la façade et en atteignant une fenêtre par la corniche. Peut-être, dit l'enquête. Pourquoi? Cette question, ce sont les visiteurs qui se la posent en contemplant la place vide de la nature morte au crâne. On s'imagine mal en effet qu'il puisse exister une possibilité de monnayer des toiles aussi célèbres que les joueurs de cartes. Alors on interroge longuement le mur vide. Michel Montmercure en Vendée a été également le témoin d'un vol. Mais le plus honnête du monde, un hélicoptère a aidé un Saint-Michel de 1100 kilos à prendre son essor vers le clocher de l'église d'où on l'avait retiré voici quelques années pour réparer des blessures dues à une tempête trop violente. Il n'a fallu que 2 jours pour mener l'affaire à son terme, alors que la même opération avait nécessité 4 mois en 1897. Comme quoi l'hélicoptère fait bon ménage avec les anges. Berlin, que partageait une ligne officielle mais idéale, vient de voir tomber entre ces deux zones le rideau de fer. Ce matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouaient l'asphalte. Dans la nuit, le gouvernement de Pankov, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, qui, en 10 ans, lui avait enlevé 2 millions d'hommes, avait décrété la fermeture des communications entre les deux zones. Et sur 40 km de longueur,
ces 40 km par lesquels on pouvait encore choisir la liberté, la barrière s'établissait. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Il ne restait sur ces 40 km que 18 points de passage où le contrôle était sévère. L'Allemagne de l'Est se cadenassait. Le maire de Berlin-Ouest, M. Willy Brandt, était venu se rendre compte par lui-même de l'herméticité du système que seule désormais une vingtaine de transfuges parvenaient à traverser chaque jour. Il pouvait voir à la porte de Brandebourg, symbole de la séparation des deux Berlins, les chars des Vopo prendre position. Un authentique rideau de fer isolait maintenant l'Allemagne de l'Est. Les commandements alliés avaient naturellement réagi immédiatement en protestant auprès des autorités soviétiques et en assurant le maire de Berlin, M. Willy Brandt, de leur soutien. Et venu de Washington, le vice-président des États-Unis, M. Lyndon Johnson, assurait à la foule berlinoise « Les États-Unis connaissent leurs engagements et sont décidés à accomplir tous leurs devoirs ». Et il leur présentait le général Lucius Clay, l'homme du pont aérien des heures troubles de 1948, qui venait de réclamer son poste à Berlin. En même temps, renfort symbolique sans doute mais significatif, 1500 soldats américains avec 250 véhicules avaient franchi la frontière et, couvrant sans encombre les 150 km du couloir routier de Brunswick à Berlin, faisaient leur entrée aux acclamations de la foule. Les derniers groupes de réfugiés iraient grossir les rangs de ceux dont la fuite était pour le gouvernement Ulbricht une sorte de condamnation. Berlin maintenant était coupé en deux, sans fissure. Il y aurait tous les jours du côté de l'Est des groupes immobiles devant les barbelés. Mais la police de l'Est est là. Elle a l'œil sur ces groupes d'Allemands en quête d'espoir. Par-dessus ces barrières, deux mondes se regardent et attendent, le cœur serré. Championnat d'Europe de ski nautique à Bagnolas en Espagne, un championnat de très haute qualité, on n'avait jamais vu mieux. Les skieurs français ont été les maîtres de cette compétition. Deux gagnants individuels, Jean-Marie Muller et Béatrice Martelli, et la victoire par équipe. Quand on en arrive à cette perfection, ce n'est plus du sport, mais de l'art. Reutlingen à l'heure des championnats d'Allemagne de plonge. Il y a là de quoi vous couper le souffle et la parole de surcroît. Ce merveilleux petit ballet, nous le devons à la fantaisie de l'opérateur. Laissons donc parler la caméra. Au plongeon de haut vol succèdent les figures féminines au tremplin. Là encore, nous sommes proches de la perfection. Avec un tel trio de championnes, les Allemands peuvent envisager les futures rencontres internationales avec beaucoup de sérénité.